Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez profité de votre journée de tempête vendredi passé. Moi je suis en vacances présentement, mais je ne vous laisse pas tomber quand même, donc j'ai dû modifier mes planifications à cause de ça. Donc je suis dans mon sous-sol, dans l'antre de Petit Louis, et je vais vous donner un petit cours sur la force résultante et la force équilibrante avec ce que j'ai comme matériel pour que vous puissiez continuer d'avancer. Alors, on a vu au dernier cours que on a vu la gravité, vous avez vu la gravité avec je ne sais pas qui, probablement Madame Touga, non monsieur, oui Madame Touga probablement, et vous avez vu la force centripète et la force centrifuge. Donc c'est deux forces qui font partie d'un ensemble de forces. Aujourd'hui ce qu'on voit c'est que les forces, souvent on a besoin de savoir l'ensemble des forces, qu'est-ce que ça donne comme résultat. On se parle de force résultante et on va parler aussi de force équilibrante. Donc qu'est-ce que c'est le principe de la force résultante? La force résultante, c'est le fait de pouvoir remplacer un ensemble de forces par une seule force qui crée le même effet. Si on prend le petit dessin que vous avez à gauche, ça illustre un tronc d'arbre ici et trois chevaux qui forcent sur le tronc d'arbre pour le déraciner, qui ont été attachés à... Donc les trois chevaux ont été attachés au tronc d'arbre et ils tirent dessus pour le déraciner. Évidemment, on a trois forces qui vont créer un effet unique. Le tronc d'arbre ne peut pas partir à trois endroits en même temps. Donc, l'endroit où va partir le tronc d'arbre va être représenté par la force résultante. Donc, comment on fait pour savoir quelle est la force qui remplace ces trois-là? Donc, on pourrait prendre les trois chevaux, les enlever et remplacer par un gros tracteur pour créer exactement le même effet. On doit additionner nos forces. Donc, la force résultante, c'est la force qui illustre un ensemble de forces. Pour la trouver, on doit les additionner vectoriellement, parce que les forces, c'est des vecteurs. Donc, j'ai placé les trois forces dans le tableau. Vous pouvez commencer à préparer vos notes de cours si vous voulez le faire, mais c'est juste le principe, donc vous n'êtes pas obligé non plus. Donc, on fait la méthode que je vous ai montrée, donc un tableau partiel, et on met les trois forces. Si jamais ça va trop vite, vous pouvez demander à la personne qui est là de mettre sur pause, il n'y a pas de problème. Donc, on a une force de 12 000 newtons à 150 degrés, donc c'est mon premier cheval, F1. Le deuxième cheval forcerait de 15 000 newtons à 175 degrés et le troisième cheval de 17 000 newtons à 205 degrés. Et ensemble, on cherche à savoir quelle va être la force qui pourrait remplacer ces trois-là. On doit donc les additionner vectoriellement. Donc, on commence à additionner ce qu'on a en X. Donc, on prend la calculatrice et on fait l'addition. Et on ne remplit pas les cases du tableau, on le fait d'un seul coup comme je vous ai montré parce que la calculatrice respecte les priorités des opérations. Donc, on y va. 12 000 fois cos de 150 plus 15 000 fois cos de 175 plus 17 000 fois cos de 205, ce qui nous donne un résultat de moins 40 172 en X. Donc la force en X est très grande, c'est normal. On force plus à l'horizontale qu'à la verticale. Donc en tout et partout ici, moins 40 742. Moins 40 742. Je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est pour ça que je répète. Donc, quand on additionne nos trois vecteurs, en X, on a moins 40 742. En Y, on prévoit qu'il n'y aura pas grand-chose. Peut-être un peu plus vers le bas, parce que lui force quand même plus fort, mais il y en a quand même deux en haut du 180, juste un. Donc, on va peut-être avoir une surprise ou quelque chose qui est très très proche de 0 en tout cas. Donc, on refait l'opération, mais cette fois-ci en Y, donc avec les sin. Donc, on y va avec 12 000 fois sin de 150 plus 15 000 fois sin de 175 plus 17 000 fois sinus de 205, ce qui nous donne 122. Hey, 122 par rapport à 15 000, c'est presque rien, là. Donc, on va vraiment être très très proche du 180 degrés. Parce qu'en Y, il y a presque rien. Donc, 123. En ayant arrondi. Alors, ça, c'est nos composantes en X et en Y. Donc, si on avait écrit le vecteur tout de suite, on écrirait que la force résultante est moins 40 742 I plus 123 J
Newton. Mais nous, on va chercher la force résultante avec sa norme et son orientation. Donc, dans mon espace laissé libre, je vais pouvoir construire mon petit triangle. Énormément en X, presque rien en Y. Donc, tout en X, presque rien en Y. Et on écrit 40 742 en X, sans le moins, parce qu'il est déjà orienté vers la gauche, et 123 en Y. 123 en Y. Ce qui fait que mon vecteur résultat, c'est lui que je cherche. On commence par trouver la norme avec un Pythagore. Donc, 40 742 au carré. Je ne sais pas où sur cette calculatrice-là. Ça va vous donner le temps d'écrire un peu. Donc, au carré, au carré, au carré. Je ne le trouve pas. Ah, je viens d'avoir. Au carré, plus 123 au carré. Et on fait la racine carrée de tout ça, ce qui me donne 40 742. Donc finalement, en Y ne change pas grand-chose. 40 742. Donc 40 742, c'est notre norme de notre nouveau vecteur. Maintenant, pour l'orientation, on cherche l'angle qui est ici. Et après ça, on va s'ajuster pour avoir notre angle total à partir de l'axe des X. Donc, on fait notre tangente. Donc, 123 Y divisé par X, donc l'opposé sur l'adjacent. Et à ça, on fait un tangente moins 1. Ce qui ne donne vraiment pas grand-chose. Proche de 0. Donc finalement, ici, on est proche de 0, ce qui veut dire qu'on va avoir 180 degrés ici. C'est un addon. Donc, on va faire avec ce qu'on a. Donc, à 180. Donc, si ici, j'ai un angle de pas mal 0, ici, j'ai mon angle de 180. Voilà. Donc, ce qu'on peut en conclure, c'est que si on enlève les 3 chevaux et on veut remplacer par un tracteur, le tracteur va forcer de 40 742 newtons à 180 degrés. Maintenant, ça veut dire que le tronc d'arbre va vraiment être déraciné complètement vers la gauche. Donc ça, c'est le principe de la force résultante. Donc on a plusieurs forces, on veut la remplacer par une qui a exactement le même effet, c'est celle-là, et on doit considérer tout ça en 2 dimensions et en faire une addition vectorielle. Maintenant, pour la force équilibrante. La force équilibrante, c'est la force qui vient annuler la force résultante. Dans ce cas-ci, la force équilibrante, elle pourrait faire en sorte que si le tronc d'arbre tire aussi fort sens contraire que ma force résultante, mais le tronc d'arbre va rester immobile. Donc, elle va annuler l'effet de la force résultante. Donc, même grandeur, 40 742, mais à 180 degrés de différence. Comme ma force résultante, on va essayer de changer de couleur. On va prendre un jaune. Comme ma force résultante, elle est complètement vers la gauche, mais ma force équilibrante va être complètement vers la droite à 180 degrés de différence. Donc, si ma force résultante est à 180 degrés, ma force équilibrante va être de sens contraire. Donc, va être à 0 degré. Donc, même norme pour la force équilibrante, mais de sens contraire. Donc, on change ça de 180 degrés. Si on est en haut de 180 ou à 180, on l'enlève. Et si on est en bas de 180, mettons que ma force résultante serait à 30 degrés, je devrais ajouter 180, ce qui donnerait 210. Donc, il faut vraiment y aller sens contraire. Donc, dans ce cas-ci, 0 degré. Je ne sais pas si vous le voyez ou si je cache, mais en tout cas, à 0 degré. Voilà. Et là, il y a un petit quelque chose de très important pour la force équilibrante. On va le rappeler. En fait, ou on va le dire si on ne l'a pas dit, parce qu'on ne l'a pas encore dit. Donc, la force équilibrante est la force qui vient équilibrer un ensemble de forces. Et rappelez-vous ce qu'on a dit il y a 2-3 cours. Quand que les forces sont équilibrées, quels sont les effets possibles sur le système? Dans ce cas-ci, l'objet reste immobile, mais ce n'est pas la seule chose qui est possible quand les forces sont équilibrées. Une autre chose qui pourrait arriver, c'est que l'objet
si au moment où on vient équilibrer les forces, l'objet a une certaine vitesse, quand on va équilibrer, l'objet ne s'arrêtera pas. Pensez quand on saute en parachute, l'exemple qu'on a donné. À mesure qu'on descend, la force de résistance à l'air augmente, 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 jusqu'à équilibrer la force de gravité. Ça n'a pas fait en sorte que le parachutiste s'est arrêté d'un coup sec. Ça fait en sorte qu'on a arrêté l'accélération sans arrêter la vitesse. Donc, dans un cas où l'objet est déjà en mouvement et qu'on applique une force équilibrante, mais l'objet pourrait aussi être à vitesse constante. Donc, il y a plusieurs exemples. Donc, si les chevaux, à place de déraciner l'arbre, ils tirent l'arbre. Donc, la force résultante, c'est la force nécessaire pour faire avancer l'arbre. Mais s'il n'y avait pas de force équilibrante qui était le frottement, l'arbre accélérerait tout le temps. Donc, pour empêcher qu'un objet accélère, mais souvent, la force équilibrante va être le frottement ou la résistance à l'air qui va garder l'objet à vitesse constante. Donc, le moteur, il fait avancer l'auto, mais est équilibré par la force de l'air ou la résistance, la force de frottement, ce qui fait que l'auto va à vitesse constante. L'autre question qu'on peut se poser, est-ce que c'est le moteur qui équilibre l'air ou si c'est l'air qui équilibre le moteur? Dans les deux cas, c'est aussi vrai. Ça dépend de quel point de vue on se place. Ce qui est certain, c'est que l'ensemble des forces sont équilibrées, mais il n'y en a pas une qui équilibre plus l'autre que l'autre. Donc, on peut dire que la force du moteur équilibre l'air ou que l'air équilibre le moteur. Les deux sont aussi vrais dans ce cas-ci. Voilà. Donc, c'était ce qu'il y avait à dire sur la force résultante équilibrante. Donc, qu'est-ce qu'on se rappelle? C'est que dans les problèmes, quand on cherche une force résultante, ben, il faut additionner les forces pour trouver le vecteur résultat. Et quand on cherche une force équilibrante, on doit premièrement trouver une force résultante ou utiliser une force résultante qui est déjà là et en changer l'orientation de 180 degrés pour trouver la force équilibrante qui est égale à 0. Est-ce qu'à chaque fois qu'on trouve une force résultante, on additionne vectoriellement nos forces? Oui, mais des fois, il y a des raccourcis qui nous permettent d'y arriver plus facilement et plus rapidement. C'est le cas dans les problèmes de pente. On en avait parlé un petit peu en début du chapitre. Mais ça va faire l'objet d'une autre partie de cours, d'une autre vidéo, qui sont les objets sur une pente. Dans ce cas-ci, on n'additionne pas vectoriellement, on prend une autre méthode de raccourci. Voilà, alors bonne fin de cours et bonne semaine de relâche. Profitez-en bien pour vous reposer et on se revoit en début mars. Bye tout le monde! Oups!